chose, c'est qu'il avait élaboré la présentation avec Alice. Donc, C'est un autre scénario. c'est un autre scénario. Vous avez évité le scénario catastrophe. Donc, Alice, je te laisse la parole. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être ici pour assister à cette présentation autour de l'évaluation des stratégies d'économie circulaire au Québec. Je suis Alice Rose, je suis étudiante à la maîtrise et je vais faire de mon mieux pour présenter nos premiers résultats. Donc, ce qui fait que si jamais il y a des choses qui sont inexactes, n'hésitez pas à revenir dessus lors de la période de questions. Donc, pour vous présenter rapidement la situation actuelle, l'indice de circularité est de 3,5% au Québec, ce qui signifie que 96,5% des matières consommées ne sont pas réintroduites dans l'économie. C'est vraiment de ça de la moyenne mondiale qui est de 8,6%. Et donc l'objectif avec la mise en place de avec ces stratégies d'économie circulaire, ça serait de pouvoir atteindre un indice de circularité de 9,8%. Alors, je vais déjà revenir sur le concept de circularité et le fait que ça soit lié automatiquement ou pas à l'émission de gaz à effet de serre. On peut mettre par exemple le recyclage. Le fait de pouvoir recycler, c'est très bien. On peut penser que automatiquement, ça permet de réduire l'émission de déchets et donc automatiquement une réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Mais en réalité, quand on regarde un peu plus précisément, on voit que la collecte de déchets peut générer énormément de gaz à effet de serre liés au transport et à la collecte de tous ces déchets, de la même manière que les techniques de recyclage, parfois, ne sont pas efficaces dû à la complexité des composants qui forment l'ensemble des produits. Qui fait que, voilà, faut toujours prendre les choses avec un peu plus de recul quand on considère la circularité. Voici une approche un peu plus globale de notre projet avec l'ensemble des secteurs au Québec, au Canada et dans le reste du monde, avec les secteurs où on voit la situation actuelle de manière très foncée et un peu plus tard des potentiels d'amélioration en termes de circularité. On va pour ça utiliser trois outils d'analyse numérique que je vais présenter rapidement. L'analyse du cycle de vie, qui concerne les émissions d'un produit tout au long de son cycle de vie, donc de sa conception jusqu'à sa fin de vie. L'analyse de flux de matière, qui permet d'analyser l'ensemble des matières de l'extraction à la consommation dans un secteur ou dans une industrie. Et enfin, l'analyse entrée-sortie étendue à l'environnement qui permet d'avoir une perspective un peu plus économique dans un secteur. Je vais revenir sur quelques mots-clés et quelques définitions. Donc, le concept de scénario a été très bien défini tout à l'heure. Nous, avec ces scénarios, l'enjeu, ça va être de les intégrer, d'intégrer ces stratégies sur un territoire de manière à tenter de réduire de manière systémique. Pour cela, on va utiliser des stratégies qui sont l'élaboration d'un plan d'action coordonné. Donc, l'objectif, ça va être de mettre en place des mesures qui mobilisent les acteurs et dans des secteurs à différentes échelles. Et enfin, les secteurs, c'est un ensemble d'actions qui permettent de produire les mêmes services ou des produits communs. Pour cela, on va se baser sur 12 stratégies d'économie circulaire qui ont été définies par Québec et l'Institut EDEC. Et ces stratégies, on va les appliquer à 4 secteurs qui présentent un fort potentiel de circularité et qui sont très importants dans l'économie québécoise. C'est le secteur des transports, le bioalimentaire et les produits manufacturiers, qui comprend à la fois le textile et les produits électroménagers, et le secteur de la construction. Pour chaque stratégie, je suis désolée, c'est le mot secteur, on va analyser des actions à développer en analysant leur nature, les obstacles, les leviers de transformation, le suivi et les impacts. Ici, pour une stratégie, donc chaque stratégie, chaque action sélectionnée a
pour objectif d'avoir un impact sur la chaîne de valeur qui est aujourd'hui globalement linéaire. En prenant par exemple le secteur bioalimentaire, et ici en particulier la fabrication de plats surgelés, on voit que lors de la fabrication, il y a déjà des rejets, des résidus liés à cette production. Donc, ça peut être des épluchures, des os, des graisses, tout ce genre de choses. Ce qui fait que la majorité de ces éléments sont destinés à une fin de vie, de l'enfouissement. L'objectif, donc, avec ces stratégies d'économie circulaire et en particulier de la valorisation de ces sous-produits, ça serait de pouvoir circuler dans le cycle de production en les réintégrant au niveau de la fabrication pour fabriquer des engrais, de l'alimentation animale. Cette stratégie impliquerait de la part du gouvernement des incitations économiques pour les entreprises, une réglementation et également des outils destinés aux entreprises pour pouvoir mettre à bien cette collaboration, puisque certaines entreprises pourraient vendre à d'autres ces sous-produits afin de pouvoir les transformer en engrais et d'autres produits utiles. Les gains qui pourraient être amenés par cette symbiose industrielle seraient donc la collaboration entre les entreprises, la réduction de gaz à effet de serre liés à l'enfouissement de ces déchets, la réduction des coûts de production pour les entreprises qui collaboraient et ainsi que la création d'emplois liés à la valorisation des sous-produits. Je vous présente ici d'autres exemples de stratégies qui agiraient à différentes étapes de cette chaîne de valeur qui permettraient tout aussi bien de réaliser une circularité dans le cycle de fabrication d'un produit. Et on voit ici, par exemple, au niveau de l'intégration de batteries démontables dans les véhicules électriques, on pourrait parvenir à mieux les recycler. Ici, au niveau de l'entretien des appareils électroménagers, on pourrait parvenir à augmenter leur durée de vie grâce à leur entretien en changeant des pièces, etc. Et ici, en reprenant le concept de recyclage, si par exemple on agit davantage sur l'utilisation et la fin de vie de ces matériaux, on pourrait parvenir à la production. Et en particulier, donc là, ça s'applique davantage au secteur de la construction. Malgré cela, la mise en place de ces stratégies sont confrontées à de nombreux obstacles qui touchent l'ensemble des parties prenantes, que ce soit au niveau de la recherche, de l'économie, de la politique, des technologies ou au niveau d'un point de vue plus social. Il y a de nombreux obstacles qui ne permettent pas de mettre en place de manière à l'échelle du territoire ces stratégies. Et enfin, nous voici un peu une approche un peu globale et pour vous montrer la diversité des actions qu'on a pu relever et qu'on a pu analyser jusqu'à maintenant, appliquées aux 4 secteurs et concernant les 12 stratégies d'économie circulaire. Alors, on a choisi par mesure de simplification de ne sélectionner qu'une action par secteur et par stratégie, mais bien sûr, certaines actions peuvent correspondre à plusieurs stratégies. Par exemple, quand on reprend la valorisation de sous-produits, elle pourrait correspondre à la fois à une technique de valorisation, mais également à une stratégie d'écologie industrielle, puisqu'elle est issue de la symbiose entre plusieurs industries. Merci pour votre écoute. Merci. Vous avez des questions? Oui, Mire. En fait, merci beaucoup. Bien présenté. Je voulais voir, quand on avait, disons, la partie de l'économie linéaire et après l'économie circulaire où il y avait des possibilités, j'appellerais, avant que je l'appelle des scénarios. Est-ce que c'est plausible? C'est vraiment en ajoutant, supposons, une flèche pour dire qu'au lieu de, supposons, continuer à les jeter, on va les réparer. C'est un scénario plausible si, supposons, la pièce coûte $100, mais que le coût de réparation, ça coûte $1000. Donc, disons, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire, OK, c'est une stratégie d'introduire la circularité dans
produits spécifiques? Bon, c'est vrai qu'actuellement, le fait, par exemple, de réparer un produit, ça coûte très cher parce que c'est fait de manière très isolée. C'est des stratégies qui sont à très petite échelle. Après, je pense qu'il faudrait peut-être analyser de manière plus globale si on le fait à très grande échelle et si il y a une collaboration de toutes les parties prenantes pour parvenir à la réalisation de ce projet. Peut-être qu'on pourrait parvenir à une diminution des coûts de réparation. Ça faudrait qu'on l'étudie de manière systémique. Oui, puis il y a la réglementation. Par exemple, le droit à la réparation, que je pense que comme en France, c'est assez bien ancré. Là, la loi au Québec qui sent bien, où l'idée, c'est de offrir au moins le droit à ce qu'un appareil soit réparé pour allonger sa durée de vie. Et c'est vrai que si on crée un marché, généralement, le marché appelle à faire diminuer les prix, généralement, s'il y a de la concurrence. Euh, J'avais une question sur la partie AFM, ACV et analyse input-output en entrée-sortie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment c'est appliqué? Vous l'avez plus exploré. Je sais qu'il y a des ACV maintenant territoriales qui se font de plus en plus, qui servent la scénarisation. Puis en général, c'est un cross avec aussi de la journalistique. Des fois, ce que j'ai vu à l'époque, là, c'était sur SketchUp. Là, je sais pas si maintenant c'est sur ça s'est introduit un peu plus. Oui. Si tu es en mesure de m'en dire un peu plus sur cette partie-là. Je sais que l'ACV, on va peut-être l'appliquer dans un secteur particulier. Parce qu'on compte, parce que c'est vrai que c'est un très gros projet, donc on va chercher à cibler certains secteurs en particulier qui nous sembleraient pertinents. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, je n'ai pas encore vraiment de l'ACV produit ou de l'ACV territorial? Oh, ok. Ça, pour le coup, je ne saurais pas vraiment répondre. Peut-être, ça sera sûrement peut-être produit. Mais ouais. Intéressant. Et l'ACV territorial, excuse-moi. Non, vas-y, vas-y. Est-ce qu'elle a été considérée ou pas considérée? Parce que ça, je vois une synergie intéressante avec le jumeau numérique où justement, selon ta redisposition, tu as tes scénarios et tu as des flux de matière. Donc, c'est cette logique-là, au niveau territorial, elle peut être intéressante. Je pense qu'il faut communiquer avec le LIRI dans ce cas-ci, parce que la fausse de doctorante à l'époque qui avait fait le projet pilote, elle était au LIRID, à l'Université Charente. Mais je sais pas. C'est juste... des questions? Oui. Et moi, j'ai un peu. C'est une très belle question. Mais c'est quoi, selon toi, du coup, ici, la différence entre la scénarisation et la stratégie circulaire? Du coup, parce que j'ai fait une photo de ce que vous aviez présenté au départ, donc du coup, j'étais en train de relire en me disant, OK, c'est quoi la nuance que moi, je sais que dans mon secteur, on parle plus de stratégie circulaire, mais c'est plus dans l'opérationnalisation. Du coup, scénarisation, c'est pas une terminologie que j'utilise particulièrement. Du coup, j'étais intéressée de savoir vraiment c'est quoi la nuance, est-ce que ça fait un... Pour nous, un scénario, c'était un ensemble de stratégies qu'on allait combiner et voir en fait comment est-ce que on peut allier ces stratégies pour parvenir à un scénario global et savoir si les stratégies ne se contredisent pas et n'amènent pas justement à cet effet rebond qu'on pourrait voir par exemple avec le recyclage. Et l'objectif, du coup, l'objectif, il se situe où donc, il y a la scénarisation qui est plutôt le global, qui rejoint plein de stratégies. Et l'objectif dans tout ça, est-ce que l'objectif répond au scénario, ou est-ce qu'il répond aux stratégies, ou est-ce qu'il y a des sous-objectifs? C'est compliqué. C'est un peu, je suis désolée. C'est peut-être un point qu'on va aborder après. D'abord, premièrement, ça fait probablement partie des réflexions qu'on peut avoir collectivement, à savoir comment on positionne des concepts, sachant que, parce que là, on vient de voir deux présentations techniques, on va passer dans l'autre côté.
Mais peut-être pour amener un point de réflexion, c'est qu'un scénario, c'est comme un itinéraire ou une trajectoire des possibles. Donc, quand tu combines tes stratégies, finalement, ça te conduit à arriver quelque part, mais tu pourrais les combiner autrement, peut-être dans le temps, autrement. Donc, si tu mises que sur, par exemple, la réparation, à quoi ça te conduit comme finale? Puis là, ben, le final étant comment on l'évalue. Mais ça, c'est une autre question. Mais donc, c'est pour répondre à ta question initiale, le scénario, c'est comme on se joue un itinéraire dans le temps pour voir. C'est assez prospectif Ok, que ça. Ok, ça va, je vois bien. Ok, merci. Alors,